Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Une question préparée par un des étudiants. Allez-y, levez-vous. Bonjour à tous. Donc moi je suis à l'ESSEC, je m'appelle Antoine. Moi j'avais une question pour Bernard Thibault, parce que je pense que vous avez rappelé tout à l'heure l'importance de la démocratie dans l'économie. Je pense que le dialogue social est essentiel dans le débat entre la croissance et le progrès. On a pu voir en France que le dialogue social ne marchait pas très bien. Récemment, dans l'actualité, la dernière grève à la SNCF l'a démontré. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut repenser le syndicalisme français et tendre vers le modèle allemand de cogestion? Là, j'ai encore 2 heures. Oui, vous allez finir, vous êtes déjà en Master 2, je ne sais pas où vous allez finir. Le dialogue français, le dialogue social en France, pardon, non, il ne fonctionne pas bien, surtout si on le regarde à l'aune de la remarque de la démocratie. Grosse différence avec les prérogatives et les droits en Allemagne, où la représentation, pour ne prendre que cet exemple des travailleurs en Allemagne, dans les entreprises, est institutionnalisée. On est même sur un fonctionnement et des prises de décision où l'on parle aisément de co-décision. Ne faisons pas non plus comme si les syndicalistes allemands non plus ne s'interrogeaient pas sur leur statut et ce rôle de co-décision. Et il y a d'ailleurs un débat en leur sein pour savoir si il est opportun justement d'être sur ce statut de co-gestionnaire de l'entreprise qui n'est plus tout à fait que seul défenseur des intérêts des salariés. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'aisé à manier. En tout cas, nous sommes dans un dialogue permanent et contrairement parfois à des idées reçues, il n'est pas vrai que ce que nous faisons en France, dans une configuration tout à fait différente, leur est à ce point étranger, ou en tout cas qu'ils ne regardent pas ce qui s'y fait. En tout cas, si j'en reviens aux entreprises françaises ou au dialogue social en France, c'est le parent pauvre. Dans le fonctionnement classique des entreprises, on reconnaît comme faible partie l'opinion des salariés qui composent l'entreprise. On demande aux salariés d'être des exécutants des orientations. Or, il y a de plus en plus, et je reviens à un aspect fondamental de l'économie, il y a de plus en plus de questions fondamentales quant à, pas simplement l'éthique du travail, mais la finalité du travail. Et si on ne permet pas aux salariés d'être des intervenants sur l'ensemble du processus de production, il ne s'agit pas d'en arriver, je rassure tous les employeurs, entrepreneurs inquiets, à l'autogestion des entreprises. Mais en France, je crois qu'on en est très loin. Entre permettre aux salariés d'être des acteurs dans une économie pour lesquels, à leur niveau, ils ont une certaine forme d'expertise, on connaît de multiples cas où, si on avait un peu plus entendu ceux qui travaillent dans l'entreprise, y compris au bas de l'échelle, plutôt que d'en se remettre à des décisions en cercle très restreint, certes de propriétaires de l'entreprise, mais qui n'avaient pas forcément toute l'expertise pour prendre les décisions, on aurait pu éviter des catastrophes très importantes. Alors je crois que dans notre pays, oui, il y a encore un dilemme fondamental à relever, c'est de faire reconnaître une bonne fois pour toutes que le droit pour les salariés à être organisés, par exemple, à être représentés par la voie syndicale, c'est un droit fondamental dans une démocratie. Ça n'est pas une déclaration de guerre, ni à son employeur, ni à son groupe professionnel. Et ça, on en est encore loin. Nous-mêmes avons beaucoup de choses à faire pour travailler en ce sens. Mais là aussi, reconnaître dans le dialogue social, par le dialogue social, que c'est aussi par la démocratie qu'on peut trouver des ressorts nouveaux à un nouveau type de développement, ça me semble assez essentiel. Bernard Thibault, en posant sa question, Antoine faisait référence aux grèves de la SNCF. La grève est forcément une action qui sanctionne l'échec d'une négociation ou un manque de dialogue. Est-ce que malgré tout, dans des entreprises comme la SNCF, où il y a, le mot s'est installé maintenant, une forme de gréviculture, est-ce que la grève est encore un moyen efficace de se faire entendre? La question, je le souligne, est posée dans un contexte où, manifestement, la grève actuelle, là, est en train d'échouer. Je ne pense pas qu'on soit dans un pays gréviculteur. Je parlais de la SNCF. C'est un mot. Vous connaissez bien votre dictionnaire des grèves, et c'est un mot qui a été employé par l'actuel président de la SNCF.
Mais quelque chose me dit que les pousses vont germer dans les prochaines semaines, pour être très franc avec là, vous. pour l'instant... oui, non, mais hein voilà, une petite allusion à l'actualité. Ça n'est jamais souhaitable que dans un service public essentiel pour la vie de la collectivité, nous en soyons rendus à une situation de grève de tout temps. Et ça n'est satisfaisant pour personne. Et aussi pour ceux qui ont estimé nécessaire d'avoir recours pour la 4e ou 5e fois, puisque certains en sont au 3e jour cette fois-ci, plus 2 auparavant, ça fait donc 5 jours, voire 6 jours de grève depuis le début de l'année. Ça n'est pas un choix facile, ou en tout cas, je souhaite que l'on admette cette idée que pour que des salariés en soient à ce point mécontents, il doit y avoir des raisons. Étant entendu, bien évidemment, qu'à la SNCF comme ailleurs, quand on fait grève, on n'est pas payé. Je gomme rapidement, là aussi, une idée reçue qui parfois circule. Donc ce sont des salariés qui perdent leur salaire. La SNCF fait partie de ces entreprises dans une crise profonde, liée pour une part à des décisions, des décisions politiques au plan européen, qui ont consisté par exemple dans la gestion d'un certain nombre de réseaux, télécommunications, énergie, transport ferroviaire, à promouvoir la concurrence. La concurrence étant par essence un mode, par la coexistence de différentes compagnies, et principalement privées, un mode qui va favoriser le développement ferroviaire par principe. Et on est donc... Alors, je ne me lance pas dans l'explication, parce non, que mais pour X raisons... La question n'était pas SNCF, elle était grève. Donc, Ah ben oui, non mais si... Attendez. Moi, ce que j'aimerais bien à propos des grèves, c'est que parfois, on prenne le temps d'aborder les raisons, pas uniquement les impacts. Est-ce que vous n'avez pas noté, Bernard Thibault, est-ce que vous n'avez pas noté, par exemple, vous êtes un lecteur attentif des médias, vous regardez la télévision, vous écoutez la radio, je sais, je vous connais bien. On voit beaucoup plus aujourd'hui dans les médias, et ce n'est pas un choix des rédactions. On voit beaucoup plus s'exprimer le ras-le-bol des usagers ou des clients. Ça ne vous fait pas changer un petit peu d'état d'esprit? Je vais aussi vous dire pourquoi je pense que c'est ainsi. C'est que le quotidien pour beaucoup d'usagers de services publics, c'est vrai à la SNCF, mais c'est vrai pour d'autres services. On peut parler de la santé et des hôpitaux aussi. Pourquoi il y a du mécontentement, de plus en plus de mécontentement? Ce n'est pas que les médecins dans les hôpitaux, les infirmières soient à la fois moins qualifiés, moins dévoués. C'est qu'il y a aussi des personnels qui sont confrontés à des questions de moyens. Le quotidien des usagers dans les transports en commun, notamment en région Île-de-France, oui, mais ils sont encore plus mécontents lorsque ça ne circule pas. Est fait de perturbations quotidiennes liées à des dysfonctionnements matériels, humains, ce qui fait que lorsqu'arrive une grève, ils ont le sentiment qu'on en rajoute une couche. Mais c'est parce que leur quotidien s'est dégradé très largement. Et nous recouvrons là des problèmes assez fondamentaux qui se retrouvent dans l'ensemble des services publics. Mais je voudrais dire qu'il n'est pas bon et n'est pas sain non plus que dans une société française comme la nôtre, où il y a une présence de services publics importants, qu'il y ait à ce point des crises d'identité professionnelle des salariés qui sont en charge de missions publiques. C'est là aussi un signe de grave délitement de notre société qui, de mon point de vue, devrait beaucoup faire réfléchir les pouvoirs publics. Et ça ne semble pas être le cas, malheureusement, aujourd'hui. Manuel Valls. Je crois qu'il y a une crise, employant encore le mot, du modèle français. Ça, évidemment, on n'a pas le temps de le développer. Et cela nécessite sans doute de sortir parfois d'un certain nombre de généralités ou de concepts très généraux qu'on aime beaucoup dans notre pays pour se replonger dans la réalité et essayer de trouver des solutions. Je pense qu'il y a un vrai problème de dialogue social et que cela pose le rôle du politique qui, quand il est dans l'opposition ou dans les tribunes de congrès, s'engage évidemment à respecter la discussion sociale, la discussion entre les partenaires sociaux, mais qui pense que tout est possible et que seule la loi peut régler les problèmes. Et on peut trouver d'ailleurs des exemples à gauche comme à droite si on veut se fâcher avec personne ici. Mais en tout cas, il y a là une idée de ce que doit être le dialogue social. Le deuxième élément, mais ça rejoint le débat qu'on a eu sur le capitalisme, c'est que dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises où le capital est volatile, est ailleurs, il faut imaginer effectivement quel est le rôle des salariés dans les orientations, dans les projets de l'entreprise. Et ça, c'est un débat fondamental qui doit véritablement être mené à terme. Et il y a le troisième sujet qui est la représentation des salariés, la représentation syndicale, dans un monde économique, dans un tissu économique plutôt, qui est d'abord celui des PME et des PMI, où les salariés sont souvent laissés seuls, où la représentation syndicale est
peu respecté et extrêmement difficile à établir. Et de ce point de vue, je pense que la question démocratique, qu'elle soit politique et sociale, est totalement posée. C'est un des grands sujets qu'on aura évoqué. Et dans les services publics, c'est un des éléments de cette crise de modèle. Et moi, je suis frappé, que ce soit à l'hôpital ou dans les transports, c'est vrai à la Poste, on l'a vu au cours de ces dernières années, vous avez une crise de modèle, une crise de recrutement, dans les nouvelles générations qui rentrent dans le service public, un sentiment d'absence de considération et de progression, je généralise évidemment, on trouve ça aussi dans l'enseignement. Et ce vieux pays qui s'est construit autour de l'État-nation, autour des services publics, si on ne lui explique pas comment il évolue, mais en même temps comment on trouve les moyens d'une évolution positive pour chaque individu, on aura beaucoup de mal à sortir d'une forme de pessimisme, voire même de rancœur et de colère qui aujourd'hui agite une grande partie de nos concitoyens. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous levez la main. Monsieur? Oui, mais levez-vous et on va vous donner un micro. Il y avait une question par là aussi ensuite. Désolé, j'entends pas, monsieur. J'ai ici une question Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, une question à propos du fait que vous avez dit que le politique a perdu la main sur l'économique. J'ai pas senti dans tout ce que vous avez dit un espoir ou des pistes d'amélioration. Donc, je voudrais savoir si vous êtes désespéré, sans espoir, ou si vous avez des pistes crédibles, parce que moi, je n'en ai pas vraiment entendu. Et moi, je considère que c'est quand même le nœud du problème aujourd'hui, comme ça a été dit. Question donc à l'auteur du déclin français il y a quelques années. Alors, Nicolas Bavrez. La principale piste, c'est celle qu'on a évoquée au début, c'est-à-dire que c'est certainement pas l'économie qui guide le monde. Et une des choses qu'on a vu dysfonctionner spectaculairement, c'était l'idée d'autorégulation des marchés. Comme il a été dit, on a quand même vu arriver avec le G20 une structure qui est une structure vraiment politique et qui peut permettre, on va voir ce qu'elle va donner, puisqu'il y a deux solutions. Soit maintenant qu'on est sorti effectivement de la récession, on s'arrête et chacun revient à ses habitudes antérieures et on aura un nouveau choc, sauf que comme cette fois, les banques centrales et les États ne peuvent plus agir parce que tout le monde est surendetté. Là, on a une bonne chance d'arriver et de se rapprocher des années 30. Ou alors, on va continuer à faire vivre cette institution, à débattre de ces grands risques qui sont les monnaies, l'environnement. On a parlé des normes sociales tout à l'heure. Entre cette galaxie d'institutions, peut-être le climat s'il y a un avenir après Copenhague, Doha et le G20. Donc la piste du politique, mais si vous voulez, ce que rappelait Manuel Valls très bien, c'est-à-dire qu'à l'inverse, si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire si chaque État-nation explique qu'il va réguler le capitalisme, comme par définition on a vu qu'il était universel, là on n'ira pas très loin. C'est pour ça que pour moi, ce problème, il est clé pour que on doit avoir un jeu de contre-pouvoir qui fonctionne entre le pouvoir économique, les entreprises, le pouvoir politique, des forces sociales, etc. Il faut arriver à le faire vivre. Tout ceci a vécu pour l'instant au stade des États-nations depuis le 18e. On a commencé à le faire vivre au plan européen, continental à partir des années 50. Il faut aujourd'hui arriver à le décliner au plan national, continental et mondial. Et c'est ça l'enjeu véritable de ce qui se passe en ce moment. Mais il n'y a pas de fatalité à ce qu'on échoue. Alors, il y a une question là, il y en aura d'autres ailleurs. Si vous voulez, messieurs, qu'on finisse à l'heure, je vous demande de faire des questions brèves et des réponses courtes. Oui, je n'ai pas écrit beaucoup de livres, simplement je voulais vous faire une observation, qui est une question aussi. C'est que je suis étonné, parce que ça doit être pratiquement un tabou, je pense, comme la question démographique qui est aussi extrêmement importante et qu'on entend rarement les médias en parler, pourtant ça sous-tend beaucoup de choses, mais c'est le problème justement de la dette, qui était très élevé avant qu'il y ait la fameuse crise, mais qui n'a cessé de croître et qui est devenue absolument incommensurable. La dette des États et la dette des particuliers aussi, ajoutée. Comment l'épuisera-t-on, sauf à penser à 3 siècles en aval de nous? Alors, j'ai pas fini, excusez-moi. Bon. Soyez gentil, monsieur, parce qu'on a assez peu de temps, mais le problème de la dette est tellement énorme que si on veut avoir au moins 2 réponses c'est différentes... juste votre avis à tous les 3, c'est tout. Après, justement, c'est ce que je voulais proposer. Alors, la réponse écoutez-moi.
la réponse de l'économiste, la réponse du politique, la réponse du syndicaliste. Soyez gentils, on a vraiment très peu de temps. Parce qu'il n'y a, la pas, dette, il y a pas comment 36 solutions, il n'y en a que 3. Comment ben, écoutez-les. Laquelle vous pensez qu'est la bonne? Allez. Soit on augmente les impôts, c'est très difficile, bon, surtout dans les pays développés, parce qu'ils sont déjà très élevés. Soit on répudie la dette, comme ça c'est déjà vu. Allez. Alors là, ce sont ceux qui l'ont souscrite qui seront chocolat, c'est-à-dire la plupart des épargnants, et en particulier de ceux qui n'ont pas les moyens, disons, d'augmenter leurs revenus ou d'en avoir d'autres. Soit l'inflation, ce qui est le plus probable, et où là c'est aussi également les 90% de la population qui le supporteront, parce que ce sont ceux qui n'ont pas pu augmenter leurs revenus en proportion, voire spéculer, Super. etc., comme ça se fait. Voilà. Ok. Alors, merci beaucoup. Nicolas Bavrez, rapidement, Emmanuel Valls et Bernard Thibault. Ma réponse sera très brève. Vous avez bien évoqué les trois des méthodes, mais vous avez oublié la principale et qui est la bonne et qui est la croissance. Emmanuel Valls. Il y a une cinquième méthode qui est la baisse des dépenses publiques. Est-ce que c'est la bonne? Non, il y a la croissance et comment on la soutient, l'innovation d'une part, et un sujet qu'on n'a pas abordé, on ne peut pas aborder tous les sujets, mais qui est la question de la formation et de la qualification de nos salariés, parce que c'est un des éléments sur lesquels on est évidemment en retard, par exemple, par rapport à nos concurrents partenaires allemands. La réduction de la dépense publique, évidemment, mais pas de manière systématique. Cela passe, par exemple, par un accord que je crois, moi, essentiel, on n'en prend pas pour le moment le chemin entre l'État central et les collectivités territoriales, et la réforme de la fiscalité. Parce qu'on peut effectivement augmenter les impôts, mais aujourd'hui, si on augmente les impôts, d'abord, le niveau de prélèvement obligatoire est déjà extrêmement élevé, et si on veut répartir d'une autre manière les richesses, il faut cette réforme de la fiscalité. Il faut avoir le courage de la proposer, parce que de toute façon, ça fera mal. C'est évidemment l'une des pistes. Mais en tout cas, si on veut retrouver la croissance, il faut de toute façon s'attaquer à ce problème. Au risque de simplifier un peu, mais tout ça a été exposé très en détail dans votre livre, vous êtes plutôt pour l'inscription d'un objectif d'équilibre des finances publiques dans la Constitution. Oui, absolument. Bernard Thibault. Oui, alors très rapidement, l'exercice est quand même... Là, vous n'avez pas 2 heures. Hein, oui, non. D'ailleurs, je ne les revendique pas, j'ai renoncé. Là. J'ai renoncé à revendiquer sur ce sujet. Oui, j'ai compris. Sur ce sujet. À propos du déficit, mais plus largement, c'est le débat entre ressources publiques et nature des dépenses publiques. Donc, il faudrait pouvoir discuter davantage de la nature des ressources. La nature des ressources. Un seul aspect sur ce questionnement-là. On a des entreprises françaises qui disent aujourd'hui pas 1 euro de plus pour les dépenses publiques. Pas 1 euro de plus. De notre point de vue, ça se discute. De notre point de vue, ça se discute. Dans une période où un certain nombre d'entreprises, pas toutes, mais un certain nombre d'entreprises réussissent quand même la prouesse de traverser l'année et demie de crise en maintenant, voire en augmentant les dividendes versés à leurs actionnaires pendant qu'elles disent pas 1 euro de plus en dépenses publiques. Donc ça, on devrait pouvoir discuter de l'assise des ressources à partir des richesses créées dans notre pays. Et puis on devrait aussi pouvoir davantage discuter des dépenses. Alors, moi j'entends beaucoup de responsables politiques dire il faut par principe, pas que des responsables politiques d'ailleurs, des journalistes, ça arrive aussi. Il faut réduire les dépenses publiques. Il faut réduire les dépenses publiques, il faut réduire les dépenses publiques. Bon, il faut dire lesquelles. Moi, ce que je remarque en tant que syndical, c'est que très souvent, la réduction des dépenses publiques, ça a eu comme conséquence l'accroissement des inégalités. Voilà. Ok, Bernard Thibault, merci. Alors, une question là, mais très vite, monsieur, et je ne sais pas à qui elle s'adresse, mais la réponse sera sûrement très brève. Patrick Butor, donc il y a une revendication de la CGT qui me paraît excellente et qui va dans le sens de l'économie du savoir, prônée aussi bien par Emmanuel Valls que Nicolas Bavrez, c'est la sécurisation des parcours professionnels. Pourquoi progresse-t-elle si peu? Qui peut répondre? Je ne sais pas. Vous pouvez... Ouais. On a évoqué et on a diffusé la revendication d'une sécurité sociale professionnelle. Essayer de sortir d'une approche de la part des entreprises. Quand je dis les entreprises, c'est la globalité. Hein, on s'entend. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que le management et la politique sociale des entreprises est comparable en tout lieu. Mais la dominante dans le fonctionnement interne des entreprises, c'est d'avoir depuis 25 ans, et pas uniquement en France, à l'échelle globale, dans l'économie telle qu'elle est, de faire reporter sur le salarié toutes les insécurités économiques.
J'ai de l'activité, j'embauche. J'ai pas d'activité, je licencie. J'ai un peu d'activité, je mets au chômage partiel. Et j'ai de l'activité avec des pointes et des bases, je prends du travail à temps partiel. Je peux faire de l'activité le dimanche, je demande à pouvoir faire travailler les salariés le dimanche. En même temps, les responsables politiques nous disent il faut que vous, parents, vous vous occupiez des enfants. En même temps que les employeurs vous disent il faut que vous travailliez le dimanche. Il y a un dilemme là, hein, il y a un vrai dilemme. Enfin bon. Bref. Donc, comment sortir de cette approche qui consiste à faire reporter sur le salarié l'insécurité de l'activité économique par une insécurité sociale. Et nous disons qu'il serait temps d'admettre une approche, mais ça nécessite un autre dialogue social que celui que nous avons dans notre pays, mais aussi au plan européen. Acceptons cette idée de façonner des droits qui sont des droits attachés aux salariés, qui ne sont pas uniquement dépendants du contrat de travail et de l'employeur qui le lie à une entreprise en particulier. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer, par exemple, qu'avec une sécurité sociale professionnelle des salariés de l'industrie, ça n'est pas parce que dans son entreprise de l'industrie, l'activité s'écroule, parce qu'on est sur un produit dépassé, qu'on se retrouve à la rue. On est disponible pour les activités industrielles de la branche. Mais ça nécessite encore une fois d'avoir une approche transversale des garanties sociales que nous pouvons prétendre parce qu'on explique aux salariés qu'il faut qu'ils acceptent des évolutions professionnelles alors que les entreprises veulent garder une souplesse dans l'utilisation de leur personnel. Bernard Thibault, c'est ce que vous venez de dire sur l'ensemble de la sécurité sociale professionnelle est une bonne façon de repenser le progrès et la croissance. Peut-être ça peut être votre mot de conclusion. Manuel Valls, est-ce que sur ce sujet-là ou de manière générale sur croissance-progrès, la façon de repenser, vous voulez dire quelques mots de conclusion avant que je passe la parole à Nicolas Bavrez? Un mot, parce qu'au fond, il y a peut-être deux solutions. Une manière très autoritaire, très brutale d'imposer la croissance, mais d'imposer aussi les réformes. Et puis il y a sans doute un autre modèle qu'il faut réinventer, mais de manière pragmatique, qui consiste à créer les conditions du compromis social, économique et politique. Et je suis convaincu que la question de la formation tout au long de la vie, du parcours professionnel tel qu'il vient d'être évoqué, la préparation de l'avenir, mais en faisant accepter aussi les évolutions au sein de l'entreprise, sont au cœur d'un nouveau pacte qu'il faut inventer. Et pour la croissance, s'il n'y a pas un pacte démocratique et social, ça sera beaucoup plus difficile, où ça fait partie effectivement des voies aujourd'hui qu'il faut explorer. Nicolas Bavrez. Je voudrais vous livrer 3 idées rapides. D'abord, la première, c'est que c'est vrai que le capitalisme a été pendant très longtemps le monopole de l'Occident. On a vécu d'une rente, une rente d'ailleurs qu'on a beaucoup critiquée, mais qui était considérable. Aujourd'hui, je pense que le capitalisme est devenu universel, le développement avec lui et le progrès avec lui. Ça nous montre que la croissance est une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, du progrès, et c'est très important. Et qu'on parlait tout à l'heure du chômage, aux États-Unis, la croissance est revenue, y crée des emplois. En Europe, la croissance, la reprise avorte, et donc on va s'enliser dans le chômage. La croissance est décisive. Le deuxième élément, qui est un point de consensus et qui est très important, on en revient au fait que l'économie ne guide pas le monde. Le capitalisme est universel, mais la démocratie ne l'est certainement pas. Au XXe siècle, on a eu une opposition, confrontation, démocratie et totalitarisme. Je pense qu'au XXIe, on risque d'avoir sinon une confrontation, en tout cas la coexistence de 2 modèles au moins de gestion du capitalisme. L'un qui accepte la liberté politique, l'autre qui la refuse. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et puis la dernière chose pour l'Europe, c'est que si on veut avoir droit de citer là-dedans, c'est Tocqueville qui disait la chose suivante, il disait les hommes qui firent la Révolution avaient du moins une croyance admirable, ils croyaient en eux-mêmes. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, parce qu'elle a perdu la foi dans la croissance et dans le progrès, est en train de se retirer de la possibilité de peser sur ce monde du XXIe siècle. Et c'est par quoi je finirai, c'est que je pense que nous devons tous retrouver confiance dans la croissance et dans le progrès. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, pour conclure ce débat et juste avant de fermer le banc, je vous recommande 2 ouvrages. Nicolas Bavrez, Après le déluge, La grande crise de la mondialisation, c'est chez Perrin. C'est vraiment un excellent livre qui reprend une partie de ce que Nicolas a dit depuis 1h30. Manuel Valls, Pouvoir, à lire absolument parce que, je peux vous le dire, vous n'avez pas fini de voir Manuel Valls sur les écrans et dans l'univers politique. Et puis Bernard Thibault,
du pouvoir. Et Bernard Thibault, qui n'a pas fait de livre récemment, mais qui a fait plusieurs contributions, y compris des contributions conjointes sur l'histoire du syndicalisme, les mouvements sociaux et des réflexions sur le syndicalisme et le social, et que vous retrouvez régulièrement, au minimum, dans les Échos. Merci à tous. Vous pouvez les applaudir. À bientôt.